Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour une seconde et dernière partie de votre émission consacrée au fact-checking. Une méthode perçue aujourd'hui comme une alternative pour barrer la route à la désinformation. Que peut le fact-checking face à la désinformation? 4 studios de la Fondation Hirondelle, dont Studio Hirondelle du Tchad, Studio Tamani du Mali, Studio Yafa du Burkina Faso et Studio Kalangu du Niger posent le débat aujourd'hui. Et avec nous encore pour en parler, Saïba Guzman, chroniqueur et acteur de la société civile tchadienne, Jean Bosco Manga, juriste, journaliste et écrivain tchadien, Ousmane Mamoudou, rédacteur en chef adjoint chargé du numérique au studio Kalangu et enfin Frédéric Doumbé, directeur de l'information du groupe Tchad Info. Bonjour à tous et bienvenue dans nos locaux. Bonjour. L'infox, une fois publié, pollue très vite les réseaux sociaux et ce, malgré différentes organisations ou médias dédiés à la vérification des faits. Comment les fact-checkers peuvent efficacement lutter contre les fake news? Quels sont les formats adaptés? Aliou Diallo, chargé de programme de fact-checking au sein de la plateforme d'information Benbéré, répond au micro de Draman Maïga de Studio Tamani au Mali. C'est toujours un jeu de chat et souris entre le fact-checking et puis les fausses informations. Le fact-checking tel que nous le pratiquons ici, par principe d'ailleurs, ça intervient après publication d'une fausse information. Ça veut dire que c'est un travail posterior. On fait du fact-checking que s'il y a un élément à vérifier. Donc la fausse information a toujours une longueur d'avance. Mais cela n'empêche que l'impact du fact-checking, moi je pense qu'il ne faut pas les mesurer tout de suite et maintenant, disant qu'on veut. La fausse information, elle peut avoir un impact tout de suite et maintenant, et ça peut être un impact vraiment grave, mais le fact-checking a cet avantage d'agir sur la durée. Et donc, il faut comprendre cela. Par rapport au format, il faut vraiment s'adapter au contexte dans lequel nous vivons. Parce que ce travail-là, comme le journalisme d'ailleurs, ne peut pas se faire indépendamment du contexte politique, économique et social. Donc, je pense qu'il faut utiliser les langues locales dans la mesure du possible. Il faut utiliser la radio comme vecteur d'une information de qualité ou comme moyen de promotion, d'éducation aux médias et à l'information. Parce que là où prospère le fact-checking, c'est au préalable si on a travaillé assez sur les esprits pour que les gens soient outillés, armés pour pouvoir consommer l'information. Donc des actions d'éducation aux médias et à l'information peuvent être vraiment promis pour qu'on puisse véritablement avoir l'impact sur ce qui est fait dans le fact-checking. Donc les canaux, c'est vraiment la radio. Les formats sur les réseaux sociaux, c'est admis que la vidéo est consommée de plus en plus. Et les plateformes s'adaptent à ça et il faut aussi l'exploiter même si ça coûte plus cher. Alors Frédéric, après l'intervention de l'expert Maïga, vous êtes aussi journaliste. Est-ce que le fact-checking n'arrive pas le plus souvent en retard? Je pense que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de l'expert. Il a abordé les points essentiels. On ne peut malheureusement pas faire du fact-checking avant, c'est-à-dire on n'anticipe pas systématiquement une rumeur ou bien une fausse information. Ce que je souhaiterais dire peut-être à ce niveau, c'est que à la base, normalement, il faudrait que dans nos pays, qu'il y ait une espèce d'éducation aux médias et à l'information, de sorte à ce que peut-être ce soit même intégré de base dans notre système éducatif ou bien dans le curricula. Et à côté de cela aussi, il faudrait nécessairement que le pouvoir public ou bien politique puisse, j'ai envie de dire... Mais avant même que le pouvoir public ne puisse intervenir, est-ce que vous n'avez pas l'impression que au moment où on dit de faire le fact-checking, la faute est déjà commise, c'est déjà dans les esprits? Est-ce que c'est pas trop tard? Tout à l'heure sur ce plateau, quelqu'un a fait mention d'une étude du MIT qui dit que les fausses informations vont 6 fois plus vite. Et il y a une autre étude que j'ai oublié les références, mais qui dit, par exemple, que le cerveau ne fait que retenir ce qui est négatif. Donc, c'est une configuration plus ou moins, on va dire, humaine de la chose, qui fait que la fausse information diffusée peut avoir tout de suite des dégâts considérables. Mais le fact-checking viendra corriger et ça va servir maintenant pour l'avenir. Ça va servir pour l'avenir. Ouais. Ousmane? Ce qu'il dit est vrai parce que
Même si on a l'impression que sur le coup c'est pas efficace, la même désinfo peut revenir 10 ans après. Il y a plein de sujets qui reviennent régulièrement, qui ont déjà été vérifiés. Donc, ce qui fait que ça a un certain impact. Mais il y a un vrai problème qui est celui même de la crédibilité du fact-checking aujourd'hui. En fait, les États régulent quand ça les arrange et ils laissent faire quand ça les arrange aussi. Et on voit dans beaucoup de contextes que arrêter ou stopper la désinfo, c'est pas tellement dans les agendas. On le voit aux États-Unis, par exemple, où quand même il y a les plus grosses boîtes aujourd'hui qui régulent les plateformes, en tout cas sur lesquelles circule la désinfo. Facebook a coupé d'ailleurs son financement pour les fact-checkers. Aujourd'hui, ce programme n'existe plus. Ça, c'est une vision politique aussi qu'il faut considérer. Donc, le travail, il est nécessaire, il est essentiel et c'est aux journalistes, je pense, de s'asseoir, de voir comment on fait pour que la désinfo ne prospère pas. Parce que moi, je pense que le principal problème, c'est que ça continue à prospérer. La faute à qui? Encore une fois, quand on est en ligne, moi, je pense que la faute revient d'abord aux plateformes qui refusent de réguler puisque elles se considèrent pas comme des médias. Malheureusement, Facebook dit non, mais si on dit à Facebook de retirer une des infos, il dit non, mais moi, je suis pas responsable de ça. Moi, je suis seulement hébergeur. Les personnes qui publient leur contenu, ils sont responsables. Donc, c'est au pays de réguler. Donc, vous voyez, il y a tout ce problème-là et malheureusement, dans nos contextes, on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau régional pour interroger ces plateformes-là, que ce soit Facebook, TikTok, Twitter, etc. Pas à se mettre d'accord. Oui, c'est comme si on était quelque part peut-être pas important aux yeux de ces plateformes ou parce que l'intérêt politique aujourd'hui de la région ne s'y prête pas. Alors, et parlant de vérification, comment intégrer l'intelligence artificielle dans la vérification des infos sans pour autant perdre la rigueur humaine? Alors, intégrer l'intelligence artificielle, je pense que des médias le font déjà. Moi, j'utilise, je m'en cache pas, des fois les outils d'intelligence artificielle comme Perplexity, par exemple, qui est très bien noté sur tout ce qui est citation de sources. Mais après, le problème que ça pose, c'est que j'ai l'impression que tu prends souvent plus de temps à vérifier ce qu'une IA t'a donné qu'à chercher toi-même. Il y a ce problème-là, mais après ça, c'est des ouvertures et ça te permet aussi d'accélérer la veille sur les réseaux sociaux. Après, on parlait tout à l'heure d'outils élitistes. Quand on veut intégrer ces outils d'intelligence artificielle totalement dans la chaîne de production des médias, malheureusement, aujourd'hui, il faut quand même des gens qui ont des compétences et qui vont pouvoir intégrer ces outils, puisque je sais plus quand j'ai lu un article qui disait, en fait, aujourd'hui, on peut même faire de la veille sur TikTok, ce qui est très compliqué, hein, parce que toutes les personnes qui travaillent sur savent que c'est difficile de regarder, de chercher sur TikTok des mots-clés, etc. Mais j'ai vu qu'il y a une IA aujourd'hui qu'il est possible de mettre en route des agents d'intelligence artificielle. On leur donne des mots-clés, ils vont partir sur TikTok, écouter ce qui est dit et essayer de faire de la veille, parce que la veille, c'est très important pour les journalistes qui sont sur les réseaux sociaux. Et l'IA est importante aussi. Ce dernier point, c'est que on est dans nos contextes des médias très fragiles, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de compétences, on le disait tout à l'heure, même le fact-checking, tout le monde n'a pas forcément les compétences pour le faire, mais en local, on peut développer, je sais pas moi, un rédacteur en chef IA spécialiste du fact-check qui dit aux journalistes attention parce que le fact-checking c'est aussi une série d'éthiques et de déontologie qu'il va falloir respecter. On l'a dit, les journalistes, on n'a pas forcément le temps, mais ça, ce processus de vérification pour voir si on a dépassé les lignes éthiques et déontologiques, une IA peut très rapidement te le faire et te dire attention là, ligne rouge à ne pas faire, etc. Il y a aujourd'hui des modèles gratuits et qui sont capables de tourner dans un contexte où il n'y a pas de connexion Internet. Ça peut tourner localement sur un ordinateur qui n'est pas du tout branché. Donc, pour des médias qui ont très peu de moyens, je trouve que c'est quand même un outil intéressant qu'il va falloir qu'ils regardent, mais évidemment avec beaucoup de garde-fous, parce qu'on l'a vu, les intelligences artificielles, ça hallucine beaucoup. Ça veut dire que ça dit beaucoup de mensonges aussi. Prudence, quand on l'utilise, vous voulez dire. Alors, Jean Bosco, vous êtes également journaliste. Quelle réforme ou cadre juridique pourrait renforcer la lutte contre la désinformation, à votre avis? Je crois qu'aujourd'hui, même au niveau de l'économie, du département de l'économie numérique, il existe déjà une loi qui permet de cadrer tout ce qui est dérapage au niveau des publications, au niveau des diffamations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a par exemple la loi pénale qui a élargi
la diffamation au niveau des infractions informatiques, des infractions virtuelles, etc. Donc je crois que depuis 2017, au niveau du Tchad, la législation s'est adaptée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais le travail qui doit être fait, c'est un peu de vulgariser l'existence de ces dispositions légales-là pour faire comprendre aux usagers, pour faire comprendre aux populations, aux citoyens que lorsqu'on fait outrage à une personne à travers un outil virtuel, un outil informatique, à travers les réseaux sociaux, on peut être poursuivi, etc. Donc je crois qu'actuellement, dans beaucoup de pays, l'aspect est intégré dans les législations pénales, mais c'est maintenant de vulgariser et faire comprendre à tous les citoyens qui utilisent ces réseaux sociaux-là, qui vulgarisent ces rumeurs-là, à prendre conscience de cela et à ne pas dépasser les limites qui peuvent leur être préjudiciables. Déjà ici au Tchad, est-ce qu'il y a des dispositions qui condamnent la désinformation déjà? Oui, il y a l'article 440 à 442 du nouveau code pénal qui condamne l'association des malfaiteurs informatiques et l'usurpation d'identité, c'est-à-dire le fait d'utiliser des faux comptes pour parfois diffuser des fausses informations, etc. Donc, la condamnation va par la privation des libertés de 5 à 10 ans et des condamnations pour des amendes qui vont de 1 million à 10 millions selon les dispositions pénales actuelles. Donc c'est que les réformes ont déjà adapté l'évolution et l'intrusion de ces réseaux sociaux-là au niveau de la société tchadienne. Saïba, nous revenons à vous. Quelles initiatives citoyennes ou communautaires pourraient compléter le travail des journalistes? Alors je pense que pour compléter efficacement le travail des journalistes, il faut s'appuyer sur des relais de confiance. Et ces relais de confiance, moi je vois des leaders communautaires, on peut également avoir les artistes, le réseau des influenceurs, des blogueurs. On oublie souvent ce côté-là, mais ce sont des personnes qui ont beaucoup d'influence, en tout cas vis-à-vis des communautés, voilà, qui peuvent avoir un très gros impact. Et puis, je dirais le corps enseignant, par exemple, et le corps soignant aussi, sur des questions qui relèvent de la santé publique. Donc, je pense que limite, il faudrait penser à spécialiser un peu les relais par rapport au sujet en lien avec la désinformation. Donc, si c'est quelque chose en lien avec la santé, vous n'irez pas prendre, je sais pas moi, le chauffeur de taxi du quartier pour faire le relais. Donc, il faut vraiment spécialiser ces approches-là. Donc, plus c'est dans le domaine de la santé, on mobilisera des gens là-bas. Et plus ça touche les questions un peu spirituelles, religieuses, on mobilisera également des personnes concernées. Je pense que ce sera ça le moyen le plus efficace, en tout cas, d'atteindre le grand public. Ousmane, quelle peut donc être l'utilité de l'éducation aux médias? Déjà, vous pouvez nous expliquer l'éducation aux médias et en même temps son utilité. Oui, alors, l'éducation aux médias, en fait, c'est un concept assez simple, hein, c'est de dire, de montrer aux gens, parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment les journalistes travaillent, par exemple. Les gens font de moins en moins, en tout cas, confiance aux journalistes pour des raisons qu'on connaît. Et donc, ça permet de faire ça et ça permet aussi de montrer aux gens comment, par exemple, là, on parle de fact-checking, comment le faire en tant que citoyen, etc. L'intérêt, pour moi, de l'éducation aux médias, c'est quelque part faire de la prévention, de donner les outils à tout le monde, à tous les citoyens, de pouvoir déjà, à son niveau, comprendre le processus peut-être de fabrication d'une des informations ou quand on en voit une, quels sont les premiers réflexes qu'il faut adopter. Et si ça nous intéresse, comment on peut aller plus loin? Moi, j'en fais de l'éducation aux médias au niveau des écoles, que ce soit les écoles primaires, le collège, le lycée. Parce que malheureusement, de ce qu'on voit, de ce qu'on constate, pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, le public jeune, pour eux, Internet, c'est TikTok seulement, c'est Facebook seulement. Ils connaissent même pas la recherche Google. Ils savent même pas c'est quoi. Je vous parle même pas des zones dans lesquelles les jeunes n'ont même pas été à l'école où la connectivité, de toute façon, ça n'existe même pas. Donc, il faut aller dans ces zones. Et dans cette éducation aux médias là, tout à l'heure, on a parlé d'outils élitistes. Alors moi, ce terme, je le ferai revenir ici.
quand on parle d'éducation aux médias, souvent moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est un peu élitiste, justement, parce que on voit souvent vers un public éduqué, entre griffes. C'est les écoles, c'est les enseignants, c'est les acteurs de la santé, et on oublie tout le reste. Tous les petits vendeurs du coin qui n'ont pas été à l'école, je sais pas, les taximans, on les intègre pas alors qu'ils sont aussi des acteurs de la société. Donc il faut imaginer aussi des formats qui leur sont adaptés, puisque eux aussi ils consomment beaucoup d'informations à leur niveau dans les langues qu'ils comprennent. Et donc il faut développer des modules dans ces langues-là. C'est un travail difficile évidemment, mais qu'il faut faire. Le multilingue dans ces aspects des informations, c'est quelque chose malheureusement qu'on ne voit pas beaucoup, parce que il faut se le dire aussi, c'est difficile. Les médias n'ont pas tous les moyens aussi à mettre à disposition pour traduire tout ce contenu, et tous les outils qu'on utilise malheureusement qui sont aussi en anglais ou en français, ça aussi c'est un vrai barrage. Donc le fact-checking, je dirais qu'il n'est pas... Aussi. Oui, et la langue, c'est des outils en fait qui sont pas pensés par nous-mêmes. Parce qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont beaucoup plus adaptés à chercher de la désinformation dans les langues occidentales, que ce soit l'anglais ou le français. Mais une fois que vous avez de la désinfo dans les langues locales, c'est vraiment un vrai problème. Comment tu fais pour trouver ce terme-là? Comment même on l'écrit, ce terme, pour pouvoir le pister sur les réseaux sociaux? Ça pose problème. Et l'autre souci aussi, c'est que beaucoup de désinfos, c'est de l'audio, souvent, avec des variantes. Les langues, on en a plusieurs variantes. Chez nous, le Fulfulde, par exemple, et le Fulfulde du Nord n'est pas pareil que celui du... Donc, vous voyez, tout ça, ça ajoute encore une couche de complexité qui fait que l'éducation aux médias devient encore très importante, puisque les journalistes devront s'asseoir et développer des outils accessibles, adaptés à ce public-là bien précis, et un public qui doit être le plus large possible. Il ne faut pas qu'on s'en tienne à la facilité de partir directement vers un public qui nous comprend dans le domaine à l'université ou quelque part, mais aussi de toucher cette partie de la population qui est nombreuse et qui n'a pas accès à tous les outils. Puisqu'on l'a rappelé de maintes fois, la désinfo, c'est pas seulement en ligne, ça circule aussi de façon hors ligne. Alors, Frédéric, Ousmane parlait tout à l'heure de toucher tous les acteurs de la société. Est-ce que, au regard des enjeux, vous pensez qu'on gagnerait plus à inclure l'éducation aux médias dans les établissements scolaires? Je pense que, en suivant par exemple un programme au niveau du primaire jusqu'à l'université, ça permettra justement en plusieurs cohortes de mettre sur place, on va dire quoi, des bons citoyens. Maintenant, à côté, il y a des exclus de ce mécanisme-là dont il parle. Comme palliatif, on peut effectivement au niveau des communautés asseoir une espèce de causerie éducative sur la thématique. Parce que, rappelons-le, la société africaine est structurée. De sorte à ce qu'à la base, nous avons dans nos communautés des gens qui sont des voix autorisées pour passer l'information. Quand on parle de crieurs publics, ces rôles-là sont très bien répartis dans nos communautés. Maintenant, à côté de ça, il faudrait qu'on aborde la question en contextualisant simplement la chose et en essayant justement d'abord d'avoir une approche locale pour combler un peu les insuffisances comme les barrières linguistiques et autres. Je ferais plutôt une proposition ou une recommandation qui va dans le sens d'avoir une démarche plutôt sous-régionale ou régionale. Parce qu'en fait, on parle de la désinformation, de l'intégrité de l'information, du désordre informationnel. Mais derrière, qui sont ces personnes-là qui tirent le bénéfice dans cette manipulation de l'information et tout? Parfois, c'est des organisations qui sont extérieures à notre zone géographique, qui ont un agenda, et c'est des choses bien pensées. C'est-à-dire, répondre à la désinformation voudrait qu'on ait une démarche assez méthodique, parce que clairement, les organisations derrière la désinformation, ils identifient même le type de porte-parole. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont plus ou moins parfois de l'autorité morale sur les gens. Comme Saïd Baladi, le parent et l'oncle, l'autre là. Donc, il y a toute cette dimension-là à prendre en compte, ce qui, de mon point de vue, devrait plutôt être pris en compte au niveau régional pour que dans l'espace Sahel, par exemple, ce soit une réflexion au niveau de nos parlements, d'adapter notre législation à tout cela pour mieux prémunir. Et je citerai l'exemple d'un pays de l'Europe, peut-être la France, qui dispose par exemple d'une structure de veille.
informationnel qui est un organisme de l'État, par exemple. Parce que faire de la désinformation avec la précarité des médias, ça ne pourra pas éventuellement être une réponse assez efficace. Jean Bosco, on revient à vous. Est-ce que vous pensez que inclure l'éducation aux médias dans les établissements scolaires, ça peut aider à lutter contre la désinformation? Oui, ça peut aider parce que la désinformation, c'est un peu le corollaire de la liberté d'expression. Aujourd'hui, quand vous trouvez beaucoup de désinformation, c'est parce que une frange de la population se rend compte qu'elle n'a pas accès aux autres médias et se réfugie au niveau des réseaux sociaux pour exprimer sa frustration et autres, tout ça. Donc, ce sont des nouveaux canaux qui sont arrivés dans notre société. Il faut l'intégrer dans l'éducation parce que il faut déjà commencer dès le bas âge à les informer que voilà, la loi, la Constitution vous donne le droit de vous exprimer, d'exprimer votre frustration quand c'est possible, mais voilà les limites que vous ne devez pas dépasser. Et aussi les apprendre à comment identifier tout ce qui est fausse information, tout ce qui est image qui est manipulée, qui a été déformée, etc., pour leur permettre eux-mêmes de faire ce travail de désinfox et que cela soit une éducation citoyenne au niveau des écoles, mais aussi au niveau des sociétés. Faire des partenariats avec les associations des femmes, les associations des jeunes, avec certains médias publics, etc., pour aider à mieux éduquer la population. Parce que pour ceux qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, il y a les radios qui peuvent être utilisées, et comme on l'a dit, dans les différentes langues, par exemple. Parce que souvent, les fausses informations circulent plus vite à travers des audios WhatsApp, par exemple, et dans des langues locales. Donc, il faut aussi trouver des relais communautaires, comme les autres ont dit, pour qu'à chaque fois qu'il y a une fausse information qui circule, il faut chercher à l'endiguer à travers ces relais communautaires. Pour pouvoir toucher le plus de public possible. D'accord. Saïba, comment est-ce que la société civile peut promouvoir l'éducation aux médias comme réflexe citoyen? Déjà en se basant sur plusieurs paramètres, parce que souvent on fait des plans, on pense que si on se base sur tel levier ça va mieux marcher, mais arrivé sur le terrain on se rend compte que non, on est passé à côté de quelque chose. Donc c'est aussi de rester constamment dans l'adaptation par rapport au contexte, l'adaptation par rapport aussi aux informations qui circulent. Donc ce sont pour moi en tout cas des éléments qui sont très importants à prendre en compte, et il faut rester constant, parce que si on fait une séance d'éducation et que ça dure 2 heures et que demain on n'est plus là et puis on revient pendant 6 mois et ainsi de suite, ça n'aura pas un impact assez conséquent. Il faut vraiment qu'on arrive à le mettre dans la tête des gens suffisamment de façon solide pour que ça devienne un réflexe de vérifier une information, d'avoir ce doute sain, on va dire, avant de pouvoir relayer à son tour une information. Nous sommes presque au terme de l'émission. Alors, un dernier tour de table. Au regard de tout ce qui a été dit, est-ce qu'on peut dire qu'on est optimiste, qu'on peut gagner la guerre contre la désinformation? Frédéric? Je reste optimiste et je pense que c'est aussi le cas de tous les autres autour de la table. C'est que gagner cette bataille, c'est pas impossible. C'est possible, on peut gagner. C'est possible. Maintenant, il faudrait juste que ce soit intégré dans la stratégie globale à tous les niveaux. Au niveau de l'éducation, au niveau de la réglementation. Les porte-paroles, en tout cas du gouvernement, doivent faire en sorte qu'il n'y ait pas de vide. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une opportunité de prise de parole, il faudrait que cette opportunité soit saisie pour rassurer l'opinion. Parce que plus l'opinion aura, comment on appelle ça, une espèce de manque d'information, ce sera un terreau fertile pour la désinformation. Alors Jean Bosco, avec vous, est-ce qu'on est optimiste qu'on gagnera la guerre un jour? Ouais, face à la désinformation, surtout aujourd'hui au Sahel central, je crois que le fact-checking n'est pas une solution miracle, mais c'est un outil qui est essentiel. Parce que ça protège la cohésion sociale, ça renforce la démocratie et ça aide aussi les citoyens à s'orienter dans la masse d'informations contradictoires qui existent. Donc,
il faut être optimiste, avoir des formats qui sont diversifiés, adapter la vitesse par rapport aux différents risques que cela peut produire, et puis trouver des stratégies qui peuvent être ancrées dans les réalités sahéliennes, etc., radio, réseaux sociaux, langue locale, comme nous l'avions dit, une pédagogie et puis une mobilisation communautaire. Et je crois qu'un jour, la bataille sera gagnée. On est optimiste. Merci. Saïba, avec vous, est-ce qu'on peut croire à la fin de la désinformation un jour? Alors, moi, je dirais plutôt que le fact-checking ne peut pas tout, mais il peut beaucoup. Sur cette base-là, pour la question d'optimisme, je pense qu'on n'a même pas le choix, d'ailleurs. On n'a pas le choix. On est obligé. On est obligé d'être optimiste et il faut s'adapter par rapport à ce qui se présente à nous parce que ça, ce sont des questions de notre époque et il nous appartient à nous de trouver des solutions à ces problèmes-là. Aujourd'hui, on a connu la vague Covid. Aujourd'hui, les gens vivent tout en sachant qu'il y a quand même le virus qui circule. Donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé une solution d'adaptation et il faudrait qu'on fasse la même chose. Je pense pas que les fausses informations vont cesser du jour au lendemain, mais si jamais le monde est suffisamment éduqué, je pense qu'on y accordera moins d'attention, on aura les outils pour mieux les contrôler et donc à partir de ce moment-là, effectivement, je pense d'une certaine façon, on gagnera la guerre. Alors, Ousmane, avec vous, pour terminer assez rapidement, il nous reste 1 minute. Je rejoins un peu mes collègues, je reste optimiste. Mais est-ce que vous-même, en tant que fact-checker, vous êtes fact-checker de formation, est-ce que vous avez l'impression que le fact-checking va changer la donne? Il est déjà en train de changer la donne. Si on a aujourd'hui ces débats aussi, c'est parce que quelque part, il y a des discussions qui se posent. Mais pour le moment, ce qu'on observe quand même, c'est la désinfo qui est en train de gagner. Parce qu'on voit beaucoup de changements politiques dans beaucoup de pays dus justement à la désinfo. Cela ne veut pas dire qu'on baisse les bras. Cela veut dire simplement qu'il faut que l'on s'assied, qu'on réfléchisse, qu'on change notre façon de faire. Puisque les gens ont changé leur façon de s'informer. Avant, les gens partaient acheter un journal dans le kiosque. Ils partaient chercher l'info. Mais aujourd'hui, c'est l'info qui vient à toi, une information souvent que toi-même tu n'as pas choisie. Donc ça, c'est de nouvelles règles. La façon de s'informer a changé. Et donc, il faut aussi que les médias apprennent à bouger. Ils l'ont démontré d'ailleurs. Mais même si souvent ils le font trop tard, mais il faut quand même suivre la tendance, être assez réactif, produire du résultat rapidement et ne pas se dire que cette chose n'a aucune chance d'aboutir. Il faut vraiment essayer de regarder avec un œil pragmatique tout ce qui est en train de se passer et apporter des solutions qui s'adaptent. Mais encore une fois, j'insiste sur le contexte, vraiment qui touche notre contexte à nous. Parce que encore une fois, malheureusement, tous ces outils aujourd'hui qui nous posent problème, c'est pas des outils qui étaient même pensés pour nous ou créés par nous. C'est des outils qui viennent d'autres pays et qui font beaucoup de dégâts, malheureusement, sur le continent. Donc, vous êtes aussi optimiste que oui, votre travail va bientôt porter des fruits? On l'espère. D'accord. Nous sommes ainsi au terme de notre débat. Le thème du jour était « Que peut le fact-checking face à la désinformation ?» Quel format, quelle stratégie, quelle vitesse toucherait le plus de public? Vous avez été nombreux à profiter de l'expertise de nos invités de ce jour et nous étions en compagnie de Jean Bosco Manga, juriste, journaliste et écrivain tchadien, Saïaba Guzman, il est chroniqueur et acteur de la société civile tchadienne, aussi Ousmane Mamoudou, il est rédacteur en chef adjoint chargé du numérique au studio Kalangu du Niger, Frédéric Doumbé, directeur de l'information du groupe Tchad Info. Voilà, alors nous sommes ainsi au terme de notre émission du jour et nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci également à nos invités pour le déplacement. À la technique, nous avions Maurice Mangré avec nous. Excellente suite de programme à tous et à toutes.